il y avait plusieurs personnes à remercier ce soir. Il y avait tout d'abord Karine, à qui on fait un coucou chaleureux, parce que c'est grâce à elle en partie que nous sommes là ce soir, puisque voilà, Christelle et moi, nous nous sommes rencontrés par son intermédiaire, donc c'est important de la remercier. Et puis merci aussi à Najib d'avoir accepté et organisé cet entretien autour de la question de la désobéissance, qui est une notion assez passionnante que l'on va pouvoir creuser avec Christelle, donc en charmante compagnie. Très rapidement, alors bon, je pense que vous me connaissez, surtout que voilà, j'ai déjà interviewé des personnes pour Vertical. Donc moi, je suis sémiolinguiste spécialisée dans l'analyse des mots et les dynamiques comportementales. D'ailleurs, vous aurez remarqué qu'un des mots de 2022, c'était l'écoterrorisme, hein. On ne parle plus d'écologie, mais d'écoterrorisme. Donc ça raconte aussi beaucoup de choses sur nos imaginaires et puis sur notre société. Et ce soir, j'ai la chance d'être avec Christelle Chopin, qui a un parcours très singulier, puisque, entre autres, et on va prendre le temps, Christelle, tu vas pouvoir nous raconter tout ça, tout ce parcours si unique et original. Tu as été notamment une des figures leaders du mouvement LGBT, et à cette occasion, tu as beaucoup expérimenté autour de cette question de la désobéissance. Alors ce soir, on va voir énormément de choses, puisque on va revenir sur cette question-là. On va se poser des questions. Est-ce que voilà, il y a des conditions particulières pour qu'une révolution réussisse? Est-ce que voilà, il y a un rôle aussi spécifique de la conscience par rapport à la désobéissance? On va évidemment parler aussi des penseurs, hein, qui ont nourri cette notion-là. On va évidemment parler de Hannah Arendt, on va parler de la Boétie, on va parler de David Thoreau, et puis peut-être tu vas aborder aussi, Christelle, Rosa Parks, enfin toutes ces histoires, peut-être même voilà, Gandhi. On va forcément aborder tous ces thèmes-là, puisque voilà, on a quand même des gens alors qui sont à la fois des penseurs, mais aussi des praticiens de la désobéissance, et donc on va aborder tous ces thèmes-là. Juste pour vous renseigner un petit peu sur la dynamique aussi de cet entretien, juste vous montrer un petit peu les livres qui ont pu nourrir le fil de la discussion. Il y a celui-ci sur la désobéissance civile, puisque c'est un des aspects que l'on va aborder ensemble. Alors, il est assez technique, mais très intéressant. Celui-ci de Frédéric Gros, c'est vrai que j'ai beaucoup m'y référé ce soir. Il est un petit peu plus engagé. Effectivement, on sent un auteur impliqué, mais très, très intéressant. Et puis, évidemment, une des figures que l'on va, dont on va parler ensemble ce soir, Vandana Shiva. Donc, on va aussi aborder cette question de l'écoféminisme. Alors, pourquoi est-ce que l'écologie serait liée au féminin? Comment est-ce que il y a cette figure qui, bon, maintenant, elle est connue planétairement, mais voilà, comment est-ce que dans son pays, elle arrive à mener une forme de révolution autour de cette question de la désobéissance? Donc, vous le voyez, ce soir, on a beaucoup de thèmes à aborder ensemble. Je voulais commencer par un petit clin d'œil, Christelle, parce que déjà, c'est vrai que là, on va être deux femmes ce soir, et je ne sais pas si ça arrive, voilà, si ça arrive si souvent, donc il faut le mentionner. Il faut Alors, quand même le dire, il faut le exactement, souligner. Deux femmes pour la désobéissance, ça voilà. c'est quelque chose. La Donc, révolution commence. c'est ça. Donc, on espère que voilà, sur YouTube, ça n'empêchera pas les gens d'aller voir la vidéo, hein, qui vont pas se dire c'est des histoires de bonnes femmes. Voilà. On espère qu'on va pouvoir dépasser, dépasser cela. Le petit clin d'œil aussi, voilà, c'était de partager ça avec vous, parce que pour les gens qui nous connaissent un petit peu, voilà, peut-être on est plus définis, Christelle et moi, par notre animus que notre anima. Mais donc ça, c'est une vraie question qui se pose, hein, parce que d'ailleurs, j'ai fait un post là-dessus sur LinkedIn ces derniers jours qui m'a valu un bon nombre de critiques, puisque je me suis amusée à repérer les situations où il y avait des comportements qui étaient plutôt masculins et des comportements qui étaient plutôt féminins. Hier, c'était la journée du 25 janvier, c'était la journée officielle de lutte contre le sexisme. Et alors, ça m'a fait forcément réfléchir. Et puis, on avait abordé cette question-là, Christelle, ensemble, où finalement, l'animus, l'anima, qu'est-ce que ça représente? Je me souviens que voilà, Gandhi faisait, lui, deux prières chaque jour, dont l'une pour que l'homme devienne plus féminin. Alors, non pas biologiquement, hein, mais dans l'attention portée à l'environnement et à l'entourage. Alors, c'est ce qu'on appelle aussi
aussi communément le care, voilà, cette espèce d'empathie, de projection. Alors, peut-être tu vas nous guider parce que ta spiritualité, Christelle, va nous permettre de sortir d'un réductionnisme qu'on entend souvent, à savoir que les femmes viennent de Vénus et les hommes viennent de Mars. Peut-être que grâce à la spiritualité, on va pouvoir dépasser tout ça. En tous les cas, c'est vrai que sur un auteur qui est souvent cité, qui est Carl Gustav Jung, c'est vrai on entend souvent ces notions d'animus et d'anima. Moi, je trouve qu'elles sont assez intéressantes, assez fertiles, davantage encore quand on les pense d'un point de vue de l'individu, de dire peut-être il faut un mariage des deux, mais au sein de la même personne. Et puis parfois, je me dis, ça m'agace un peu, je me dis, mais cet anima qui a l'air bien passif tout de même, est-ce qu'il ne faudrait pas le revisiter un peu? Alors, est-ce que avant qu'on rentre dans ton parcours et ta singularité, Christelle, est-ce que tu as un regard particulier sur cette question de l'anima et de l'animus développé par Jung? Alors moi, j'ai un regard surtout spirituel sur, en fait, ce qu'on pourrait appeler aussi, ce qu'on nomme le féminin et le masculin, et dans la spiritualité notamment taoïste, qui est celle que je connais le mieux, qu'on nomme yin et yang. Et en fait, dans la spiritualité et dans le taoïsme, on ne se pose pas la question de savoir, mais quels sont les attributs d'une femme, quels sont les attributs d'un homme. On ne pose pas les questions de genre, par exemple. Qu'est-ce que c'est être un homme? Qu'est-ce que c'est être une femme? Tout simplement parce que les énergies féminines et masculines ne sont pas attribuées à un genre ou à un sexe. C'est-à-dire, le yin et le yang sont dans l'homme et sont dans la femme. Ils sont dans le corps humain, ils sont dans le cosmos, ils sont partout et ils fonctionnent ensemble. Il y a une harmonie. D'ailleurs, si on regarde le signe taoïste, ce rond blanc et noir, dans le blanc, il y a du noir et dans le noir, il y a du blanc. Ça veut bien dire que ceci est profondément intriqué. Je donne un exemple. Dans la médecine chinoise, qui vient donc du taoïsme, il y a des organes qui sont yin et il y a des organes qui sont yang. Mais en même temps, suivant qu'est-ce que l'on mange, suivant la température, un organe yin peut devenir yang et un organe yang, peut devenir yin. L'eau est yin dans le taoïsme. Mais si l'eau devient agitée, elle devient yang. De même qu'une eau agitée qui se calme redevient yin et une eau calme qui devient agitée devient yang. Donc en fait, il n'y a pas de séparation. Et c'est ça, je crois, la clé. Et ce qui est très important dans l'époque qu'on traverse aujourd'hui, c'est que dans la spiritualité, quelles que soient les traditions spirituelles, je parle du taoïsme parce que c'est ce que je connais le mieux, mais quelles que soient les traditions spirituelles, il n'y a pas de séparation. C'est-à-dire, tout va ensemble. Et le chemin spirituel consiste à réharmoniser en soi ces énergies-là. Donc, l'homme n'a pas le monopole de l'action, et la femme n'a pas le monopole de la passivité, si je puis dire. La femme n'a pas le monopole du cœur et l'homme n'a pas le monopole de, je ne sais pas, l'intellect. Ce qui se passe dans nos sociétés, c'est qu'en fait, on a attribué ces énergies yin et yang à un sexe, à un genre. Le yang est masculin, le yin est féminin. Et non seulement on a attribué un sexe, mais on a attribué une exclusivité. C'est-à-dire, ça c'est masculin, ça reste masculin, ça c'est féminin et ça reste féminin. Malheur à qui franchit le Rubicon, à qui ose sortir de ces connotations sociales. Je crois que là, la phrase de Simone de Beauvoir qui disait « on ne naît pas femme, on le devient » fait sens. C'est-à-dire que dans nos sociétés particulièrement occidentales coupées de la spiritualité, on a deux cases, masculin, féminin, homme-femme, et voilà comment doit être un homme et voilà comment doit être une femme. La seule chose, c'est que ça évolue un peu avec le temps, mais malgré tout, c'est très séparé. Et la spiritualité ne sépare pas, elle rassemble. Donc, animus anima, tout le monde l'a. Yin-yang, tout le monde l'a. Masculin-féminin, tout le monde l'a. Et c'est la réunion des deux, ça c'est le chemin spirituel. Merci Christelle pour cette précision. Est-ce à dire que peut-être un chemin de désobéissance, alors, c'est que chacun aille explorer finalement l'énergie qui lui est peut-être un peu manquante ou qui s'exprime moins, peut-être une forme de désobéissance à soi-même, alors ça serait d'aller explorer ces énergies-là? Tout à fait. En fait, la désobéissance qui est d'abord
un chemin intérieur avant d'être posé en acte à l'extérieur, c'est effectivement sortir des cases qui nous sont attribuées. Donc, par exemple, pour les femmes, nous avons commencé par porter le pantalon, réservé aux hommes. Mais quelle révolution! Les premières femmes en France qui ont osé porter des pantalons allaient en prison. Parce qu'il faut bien réaliser que si on désobéit à un code, qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie qu'alors l'ensemble des autres codes ne sont plus valables. On peut aussi y désobéir. C'est dangereux. Ou alors, ces hommes qui ont commencé, on le voit maintenant par exemple, on voit des hommes porter du vernis à ongles. Extraordinaire! Ça, c'est réservé traditionnellement à la femme. En Occident, la femme porte du vernis à ongles, pardon, et là, les hommes se mettent à porter du vernis à ongles. Est-ce à dire qu'ils ne sont plus des hommes? Non, ils désobéissent au code classique. Et c'est ça, une révolution, c'est une désobéissance intérieure qui pose un acte totalement disruptif. Prenons l'exemple de la contraception, de l'avortement. Qu'est-ce que les femmes n'ont pas entendu quand elles se sont positionnées pour l'accès à la contraception, pour le droit à l'avortement? Qu'est-ce qu'on leur a rétorqué? Oh, mais alors, vous chamboulez, vous portez atteinte à la famille, vous chamboulez la société. Oui, désobéir, c'est porter atteinte à l'ordre établi en soi et après à l'extérieur. C'est une reprise de liberté, en fait. Et effectivement, c'est une exploration de l'autre côté. Intéressant. Merci beaucoup, Christelle. Est-ce que tu peux peut-être parler de ce parcours spirituel qui t'a animé au fur et à mesure des années? Parce que peut-être que tu n'es pas né chaman, mais devenu chaman. Peut-être que ça a été un parcours, voilà, de nous en dire un petit peu plus et puis sur ce mouvement qui t'a animé aussi. Alors moi, aussi longtemps que je me rappelle, je me suis toujours demandé si la vie, c'était que ça. S'il n'y avait pas quelque chose de plus, qui faisait plus sens. Alors évidemment, enfant ou ado, je ne mettais pas le mot sens, mais quand je voyais la vie des adultes, je me disais, mais si c'est que ça n'a aucun intérêt. J'avais l'impression d'une sorte de matrice dans laquelle on fonctionne, et puis il n'y a pas ce petit plus qui fait que la vie est pétillante. Et donc, je me suis aussi loin que je me rappelle, je me suis dit, mais la vie, c'est que ça. Et si c'est que ça ne vaut pas le coup. Et puis, je me suis aussi assez vite rendu compte que j'étais un peu différente de par mon orientation sexuelle. Donc, moi, je suis née en 1970. Donc, quand j'ai commencé à prendre conscience de mon orientation sexuelle, c'était début des années 80. Et en France, début des années 80, l'homosexualité était pénalisée. Donc, on allait en prison lorsqu'on était homosexuel. Donc, ça voulait dire qu'il n'y avait aucune image, aucune histoire, aucun livre public qui ne parlait de ce que je ressentais et de qui j'étais. Et mon parcours spirituel a simplement commencé parce que je voulais pouvoir être pleinement moi-même dans la matière. Je voulais pouvoir investir pleinement ma place dans le monde. Donc, je n'ai pas cherché en fait la spiritualité pour quitter le monde. Moi, je voulais être pleinement là, pleinement qui j'étais, assumer qui j'étais et le vivre. Alors, je ne suis pas allée vers des psys, tout simplement parce qu'à l'époque, l'homosexualité était encore considérée comme une maladie mentale. Elle l'a été jusqu'en 1992. Donc, les psys étaient beaucoup dans des thérapies de conversion. Donc, je suis allée par le truchement des rencontres. Je me suis retrouvée un jour, à 24 ans, assise devant un maître taoïste. Je ne savais pas ce que c'était. Je suis arrivée. Et quand je me suis assise face à lui, en fait, j'ai eu l'impression de rentrer à la maison, comme si j'étais enfin là, chez moi. Étrange. Et j'ai donc suivi ses enseignements. Donc, suivre les enseignements d'un maître, ça veut dire aller s'asseoir face à lui pendant, pour moi, 5 ans. Et la particularité du taoïsme et des traditions spirituelles asiatiques, c'est que le corps est impliqué. C'est-à-dire, il y avait aussi des pratiques corporelles.
parce qu'on est des êtres de matière et on est là pour investir la matière. Et puis ce parcours m'a conduit jusqu'à maintenant, 30 ans après, à toujours explorer, toujours découvrir, tout en gardant un axe de je suis là pour être pleinement dans la matière et pour vivre pleinement dans la matière et non pas pour, je sais pas, faire des beaux voyages, vivre des belles expériences, etc. Non, je suis là pour investir pleinement la matière. Ça, c'est très important et ça a été, je pense, ma chance dans mon parcours spirituel de faire tout de suite le lien visible-invisible. Esprit et matière qui ne sont pas séparés mais qui vont ensemble. Alors, Et voilà. on va bien sûr approfondir cette question-là parce que ce qui a motivé, alors quand je dis motivé, c'est aussi en lien avec l'émotion, hein, ce qui nous met en mouvement d'un point de vue étymologique, c'est le fait que ton parcours si singulier peut finalement se dupliquer et même sur d'autres thématiques. Je m'explique, c'est-à-dire que tu as été à la tête de ce mouvement LGBT en te posant cette question de dire mais finalement il va falloir qu'on révolutionne la société dans laquelle on est. Or cette question-là est une question, alors non pas sur forcément la dynamique LGBT, mais la question de la révolution et de comment est-ce qu'on transforme le monde dans lequel on vit, dans lequel on incarne cette matière que tu viens d'évoquer. Eh bien je crois que c'est un thème qui revient assez régulièrement sur cette chaîne, d'où l'importance et l'intérêt qu'a suscité cet entretien en me disant mais voilà, là Christelle, elle a expérimenté quelque chose dont on va pouvoir tirer des enseignements parce que finalement cette révolution qui commence, on l'a compris, par une révolution intérieure mais qui ensuite devient une révolution extérieure, eh bien peut-être que par ce parcours-là, et tu vas bien sûr nous en parler davantage, il y a quelque chose, vous avez réussi effectivement à mettre en mouvement la société. Tu vas nous en dire quelques mots. Juste avant, j'aimais beaucoup reprendre cette citation d'Howard Zinn, hein, qui a beaucoup travaillé sur une histoire, mais d'un point de vue populaire. Il nous disait le problème, ça n'est pas la désobéissance, le problème, c'est l'obéissance. Et il y a William Reich qui a enchaîné en disant mais finalement, la vraie question n'est pas de savoir pourquoi les gens se révoltent, mais pourquoi ils ne se révoltent pas. Et il me semble que toi, justement, Christelle, par ton regard, tu affines un petit peu les choses parce que déjà, je crois que tu fais la différence entre la révolte, la rébellion. Alors, rébellion, en plus, c'est rebellum, hein, d'un point de vue étymologique, c'est la guerre. Et tu fais la différence entre ce champ lexical, cette étymologie-là, et puis le champ de la désobéissance. Pour toi, c'est pas tout à fait la même chose. Exactement. Alors, déjà, la différence entre, pour moi, de par mon expérience, la différence entre révolte, rébellion et révolution. Une rébellion, c'est un acte de colère. C'est un grand non contre quelque chose. Une révolution, c'est un acte d'amour et c'est un grand oui pour quelque chose. Les rébellions sont ponctuelles et les révolutions s'installent dans le temps. Les rébellions sont souvent une sorte pardon, je ne trouve plus le mot, à force de parler allemand, je ne trouve plus le mot oh, aide-moi, D'exutoire. D'exutoire, merci, d'exutoire, tandis qu'une révolution, c'est un engagement profond. Toute révolution passe par un travail intérieur. Lorsque vous regardez, par exemple, le mouvement des droits civiques aux États-Unis, qu'est-ce que les Black Panthers, qu'est-ce que Martin Luther King, dans leur mouvement, ont commencé à faire? Ils ont déjà commencé par travailler sur la revalorisation de soi. C'est-à-dire, toute personne afro-américaine pouvait participer à des stages, à des ateliers pour retrouver l'estime d'elle-même, pour retrouver la valeur de soi. Oui, j'ai de la valeur, parce que si je considère que je n'ai pas de valeur, je subis, donc j'obéis. Et je considère que désobéir, inconsciemment, je considère que désobéir n'est pas possible.
sachant que la première des désobéissances, c'est de se dire que c'est ainsi, que c'est comme ça, que l'on est discriminé ou qu'une situation est comme cela et qu'elle ne pourra pas changer parce que nous ne sommes pas assez nombreux, parce que c'est trop difficile, parce que c'est un Everest à gravir, parce que ça n'a jamais été fait avant. C'est retrouver en nous cette énergie, cet équilibre du yin et du yang, du féminin et du masculin, parce que la désobéissance n'est ni féminine ni masculine, elle est l'harmonie des deux, et de se dire j'ai de la valeur, c'est possible. Oui, c'est possible. Donc ça, c'est la première, pour moi, c'est vraiment la distinction la plus importante. Et le mouvement homosexuel, le mouvement LGBT, a commencé dans les années 60, tout comme le mouvement des droits civiques, et ce sont les prémices de la transition que nous vivons actuellement, qui est une transition sur tous les domaines, sociétal, économique, politique, écologique. C'était les premiers mouvements. Et ce sont les premiers mouvements qui ont dit non, c'est possible de changer. L'ordre des choses ne va pas, changeons. Et si on regarde bien dans les révolutions, toute révolution a commencé par les minorités. Pourquoi? Parce que ce sont les minorités qui ont intérêt à ce que ça change. Et très souvent, on retrouve, si on cherche bien, on trouve des femmes. C'est ça qui est assez extraordinaire, on trouve des femmes à l'origine de ces mouvements-là, mouvements féministes et autres. On verra plus tard avec le mouvement écologique. Et donc, pour moi, c'est ça. Voilà. La rébellion, c'est contre, et c'est un acte de colère. La révolution, c'est pour, et c'est un acte d'amour qui commence par une transformation intérieure. Donc, nous aussi, on a, homosexuels, LGBT, on a fait notre travail intérieur de retrouver d'une certaine manière notre souveraineté et de dire c'est possible. Et c'est ce qu'on vit maintenant, hein, dans les discours collectifs. On entend que c'est quoi, que ça va être difficile, que cette transition c'est la fin du monde, qu'on va tous mourir, qu'on va pas y arriver, que c'est trop compliqué, qu'on n'est pas assez nombreux, etc. Et là, je dis, écoutez les récits des gens qui ont déjà fait des révolutions, réécoutez-les, retrouvez-les, pour réveiller en vous vos mémoires de révolutionnaires et réaliser que c'est possible. Regardez, nous, homosexuels, on était dans les années 60 et puis 70 et puis 80, on était quoi, 2, 3, 4% de la population. Avec, qu'est-ce qu'on a fait? On a défilé avec des plumes dans le derrière et puis des casquettes à l'envers et des bières à la main et on a réussi à ce que la société se transforme. On est passé de la case prison, il faut quand même imaginer ça, 1982, abolition de la pénalisation de l'homosexualité en France, on est passé de la case prison à la case mariage. Quelle révolution! C'est pas pour nous vanter, mais c'est juste pour dire, écoutez, c'est possible. C'est possible. Voilà. Merci beaucoup, Christelle. Justement, alors moi, j'ai eu la chance d'expérimenter aussi ce protocole que tu proposes et cette manière de passer par le corps pour sentir cette révolution intérieure. Juste avant que tu nous en dises un tout petit peu plus, parce que c'est assez extraordinaire la manière dont vous avez trouvé des solutions justement pour casser les codes et propager cette révolution. Je souhaitais partager cette réflexion avec vous. Il y a Alexandre Jardin, que vous connaissez sans doute parce que il est assez engagé dans la vie publique. Il a été réalisateur. C'est lui qui a réalisé Fanfan. Et puis voilà, il a fait d'autres films. Et puis il a écrit énormément d'ouvrages. Là, il vient de sortir un livre qui s'appelle Les Magiciens. Et dans lequel il évoque la capacité des magiciens justement à pouvoir sortir du cadre de pensée, donc à pouvoir casser les codes. Alors c'est intéressant parce que j'écoutais une interview de lui et finalement il livrait cette anecdote où pendant la pandémie il a un de ses amis qui est à la tête d'une multinationale spécialisée en parfumerie et donc cet ami se dit bon bah on manque de gel hydroalcoolique en France, je vais en fabriquer. Donc, il fabrique des tonnes de gel hydroalcoolique.
ils vont sonner à la porte des ministères et là, le ministère dit bah non, désolé, c'est pas homologué, donc on va pas prendre les tonnes que vous avez produites. Et donc là, la personne est un peu surprise. Alexandre Jardin insiste et dit mais est-ce que vous vous rendez compte à qui vous dites ça? C'est un leader et c'est un professionnel. Il y a que des gens en blouse blanche chez lui. Et le ministère dit mais ça n'est pas homologué. Il y a pas le tampon. Voilà. Il conclut cette anecdote, Alexandre Jardin, en disant mais finalement, il ne faut pas leur en vouloir. Parce qu'on pourrait multiplier les exemples avec les masques, etc. Tu sais, alors toi, Christelle, tu es en Suisse, mais en France, tu sais, on a une gestion de la pandémie qui a quand même été assez particulière. Donc, on n'avait pas forcément tout le matériel que l'on souhaitait. Et donc, Alexandre Jardin dit, mais il ne faut pas leur en vouloir, ce ne sont pas des salopards, ce sont des gens qui sont façonnés par les normes. Alors, c'est là où j'ai tendance à pas être tout à fait d'accord, parce que moi, j'aurais tendance à dire que c'est la définition même du salopard, c'est-à-dire que c'est celui qui obéit, qui est façonné par la norme, qui exécute les procédures, le protocole. Et Hannah Arendt en a très très bien parlé, hein, puisqu'elle a même décrit ce phénomène. Hein, elle parlait de la banalité du mal. Alors si justement c'est pas ça la banalité du mal, que de bien regarder que les procédures soient faites en dépit du bon sens, eh ben, c'est justement ça la banalité du mal. C'est une obéissance qui déresponsabilise. C'est l'incapacité d'avoir une opinion. C'est le fait de préférer les idées toutes faites, la boîte à pensée, parce que c'est plus confortable. Et c'est aussi ce que Hannah Arendt dénonçait au moment du procès d'Eichmann, où elle disait, mais c'est ça la bêtise, la définition même de la bêtise. Mais moi, je dis même d'être un salopard, mes mots c'est un euphémisme, c'est ne pas vouloir savoir, c'est finalement se rendre soi-même aveugle, c'est ne surtout pas regarder, appliquer la norme, appliquer la procédure. Et ce que je trouve très intéressant dans ton approche, parce que je l'ai expérimenté, c'est qu'il me semble que on ne peut justement pas être dans cette position-là, de ne pas savoir, de ne pas vouloir savoir, de ne pas vouloir voir, justement même parce qu'on passe par le corps. Tu proposes un dispositif qui s'approche de celui de l'hypnose, hein, l'hypnose ericksonienne. Tu te sers de la transe, finalement, pour pouvoir libérer les imaginaires. Et c'est vrai que c'est une expérience assez inédite. Et je crois même que ça a nourri, à un moment donné, cette manière de faire, ça a nourri votre mouvement, et que la révolution, elle a justement pu commencer aussi parce que vous n'étiez pas que dans la logique, le rationnel, le procédural, le protocole. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Alors, pour faire une révolution, on ne peut pas être dans la logique. Parce que si on se fie à la logique, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible à une minorité de personnes qui, si elles disent qui elles sont, donc je reprends l'exemple que je connais le mieux, celui des LGBT, donc si on dit qui on est, on va en prison. Donc comment tu veux faire une révolution? Ça, dans la logique ne le permet pas. Donc il faut aller ailleurs. Simplement, avant de répondre à cela, je vais juste rebondir sur les salopards. Quand on fait une révolution, et c'est ça la différence avec la rébellion, il n'y a pas d'ennemi. On ne peut pas rentrer dans un combat contre un ennemi avec lequel le rapport de force est disproportionné. Ce n'est pas possible. Tu perds à coup sûr. Donc, le salopard, tu vas devoir négocier avec lui. Et c'est ça que j'ai appris pendant mes années d'activisme, et c'est ça que j'ai appris en allant dans les ministères, que ce soit ministère de l'Intérieur, que ce soit ministère de l'Éducation nationale, ministère des Sports, quand j'étais activiste, tu dois négocier. Parce que si tu rentres dans le rapport de force, tu perds. Et c'est d'ailleurs ce que les salopards, entre guillemets, attendent. Ils attendent ce rapport de force, ils attendent qu'on rentre dans le combat, parce qu'il est perdu d'avance. Donc, ces salopards, si on peut dire, ça sera peut-être le mot de la soirée, je ne sais pas, ce ne sont pas des salopards. C'est simplement des personnes qui sont dans une logique qui n'est pas la nôtre. Mais une révolution ne peut pas se faire sans ces personnes-là. Ce n'est pas possible.
Donc, toi, je te donne un exemple. Quand j'allais au ministère de l'Intérieur pour négocier avec le ministre de l'époque, je savais très bien que ce ministre lui-même ou ses collaborateurs m'avaient mise sur écoute. Enfin, tout leader LGBT était systématiquement sur écoute. Donc, tu vois, tu ne peux pas arriver avec la haine. Parce que comment on va négocier? Comment on va faire valoir ce qu'on veut? Comment tu amènes, entre guillemets, le camp adverse dans ton camp? Parce que tu ne le considères pas comme un adversaire. Et ça, c'est très intéressant. C'est aussi une dimension spirituelle de la révolution. Et c'est là où c'est important maintenant de regarder dans tous les mouvements de désobéissance qui se mettent en place partout dans le monde. Est-ce qu'on est contre ou est-ce qu'on est pour quelque chose? Simplement, c'est aussi ces salopards. En fait, c'est une forme d'ombre. Et on ne peut pas, l'ombre, elle fait partie de nous. C'était Rumi, pardon, ce poète soufi qui disait, mais mon Dieu, mais pourquoi Dieu nous a envoyé l'ombre? Et il répondait, mais parce qu'il nous aime. L'ombre, les obstacles, les difficultés, que ce soit à l'intérieur de nous ou à l'extérieur, sont des partenaires pour nous aider à nous transcender, à aller chercher en nous des ressources qu'on ne soupçonnait pas et à faire la paix. On ne va pas construire un autre monde. On dit un autre monde, ce n'est pas un autre monde, c'est l'évolution du monde. On ne va pas le construire en étant allez, les gens qui pensent pareil, et puis les bonnes personnes qui ont tout compris, puis de l'autre côté, les gens qui sont à côté de la plaque, l'ancien monde, etc. C'est pas possible. Il n'y a pas une planète B, il n'y a pas d'espace protégé où on pourrait se réfugier. Non, on doit faire avec. L'ancien doit faire avec le nouveau doit faire avec l'ancien. Donc, jamais on a été, pourtant Dieu sait si on aurait pu. Enfin, des homosexuels ont été assassinés, mis en prison, etc., battus, etc. Mais tu ne peux pas rentrer dans cette énergie-là. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas faire une révolution avec la haine. Regardons les femmes iraniennes. Qu'est-ce qu'elles font? Elles pourraient avoir, ça fait 42 ans. Je discutais avec une Iranienne récemment, elle me dit, Christelle, tu te rends compte, ça fait 42 ans qu'il y a ce régime-là. C'est une horreur, ce régime. Et pour les femmes, et pour les hommes, et pour tout le monde, particulièrement pour les femmes. Mais qu'est-ce qu'elles font? Elles posent des actes totalement disruptifs, non violents. Elles défilent sans ou avec voile. Elles ont mis une espèce de couleur rouge dans des fontaines à Téhéran. Et je ne sais pas si vous avez vu ces images des mollahs qui se promènent dans la rue avec leur espèce de grand chapeau et les jeunes hommes et femmes viennent et s'amusent en fait à bouger les chapeaux, à les faire tomber. Magnifique, c'est non violent, il n'y a pas d'agressivité et ça c'est déstabilisant. Donc, et là je rejoins l'aspect de la transe, c'est une révolution, c'est Schopenhauer qui disait ça, une révolution elle est d'abord ridicule. Disruptive, totalement ridicule, après elle est dangereuse, après c'est banal. Si on veut provoquer une espèce de chamboulement dans l'ordre établi, on doit poser des actes non violents, parce que la violence, c'est ce qui est attendu, donc proposons autre chose, la non-violence est disruptive, totalement inattendu. Oh, mais c'est bizarre, qu'est-ce que c'est? Ça intrigue. Je vais prendre l'exemple de Extinction Rebellion à Zurich, où j'habite. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, Zurich, Suisse alémanique, au lieu de la propreté, de l'ordre et de la propreté, ce n'est pas un cliché, c'est vrai. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis un colorant écologique vert dans la rivière qui traverse Zurich. Oh, scandale! Mais jamais on n'avait fait ça. Mon Dieu! Mais maintenant, tout le monde le sait. Mouvement féministe, début des années 70 en France, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles sont allées déposer une gerbe sur la tombe du soldat inconnu pour honorer la femme du soldat inconnu dont on ne parle jamais. Mais c'est génial. Mais c'est génial. Plutôt que de descendre, de crier et d'hurler, on pose un acte totalement disruptif. Et c'est ce que nous avons fait, nous. Donc, par exemple, l'histoire de la Gay Pride, de la LGBT Pride, qu'est-ce que c'est? C'est la première manifestation au monde pacifiste, c'est un carnaval. Plutôt que de défiler en criant « wa 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 », c'est ce qui a été fait la première fois en 1969, réprimé dans la violence, on s'est dit « ça ne va pas, il faut qu'on change de stratégie ». Qu'est-ce qu'on fait?
on fait un grand carnaval et on pousse à l'extrême la caricature de qui nous sommes. Donc les hommes défilent avec des plumes dans le derrière et des hauts talons et des grands sourcils ou en petits t-shirts moulants et bougent sur de la musique disco à l'époque. Et nous, les femmes, on défile avec nos casquettes à l'envers et nos bières. On pousse le cliché jusqu'au bout. Comment tu veux réprimer ça, un carnaval de joie? Mais ça a transformé le monde. La gerbe sur la tombe de la femme du soldat inconnu, ça a bouleversé le monde. Les femmes à Téhéran qui bougent les chapeaux des mollahs, ça va bouleverser le monde. Donc c'est ça, c'est poser quelque chose de disruptif. Si on veut poser quelque chose de disruptif, on doit, surtout maintenant où nos imaginaires sont profondément sclérosés, on doit aller dans d'autres espaces de conscience. Alors nous, on avait un peu nos méthodes empiriques à l'époque. Allez, les années 70-80, c'était la folie de certaines substances, on va dire, pour rester non autorisées, mais ça nous permettait d'aller ailleurs. On faisait la fête. Le fait de bouger, de danser, de bouger le corps t'amène dans d'autres espaces de conscience. Et là, tu es créatif. Et là, tu crées. Et là, tu as des idées totalement disruptives, basées sur l'amour et non sur la violence. Et c'est ça, le travail que je propose, effectivement, c'est allons ailleurs. On vit dans des sociétés sans trans. On a perdu le sens de la transgression, de ce qui est transgressif, de la transcendance, de la transe. C'est ça aussi, nous réapproprier nos imaginaires, nous réapproprier nos capacités à bouleverser les codes. Ne restons pas dans notre mental étriqué, allons ailleurs. Allons dans d'autres espaces de conscience et cette fois-ci, soyons modernes, sans prendre des substances non autorisées, mais avec nos propres capacités de conscience. C'est joyeux, il doit y avoir quelque chose de joyeux dans une révolution. C'est bizarre à dire, hein, parce que il y a une oppression qui est très forte, mais en même temps, c'est la joie qui te fait tenir le coup. Parce que c'est un marathon, une révolution, et tu dois aller là où les salopards, que tu ne prends pas pour des salopards, ne t'attendent pas. Ils ne peuvent pas saisir, ils ne peuvent pas réprimer ce que tu proposes. On ne peut pas réprimer quelqu'un qui touche un chapeau, c'est pas possible. On ne peut pas réprimer quelqu'un qui danse dans la rue. C'est pas possible. La loi ne le permet pas. Et si elle le permet, alors on trouve autre chose. Et c'est ça qui est formidable, je trouve, dans la Révolution, c'est qu'on transgresse tout. À commencer par l'idée qu'il y a un ennemi. C'est un partenaire qui t'oblige à te transcender et à transgresser les codes. Et à ce titre, tu dois le remercier. Et ça, c'est là où la dimension spirituelle est importante. Parce que si tu n'as pas cette dimension spirituelle, tu tombes vite dans « ce sont des gros salopards, il faut les tuer ». Et au final, c'est eux qui te tuent. Dès qu'on rentre là-dedans, ça ne marche pas. On est écrasé, on est laminé. Par contre, si tu rentres dans l'idée de partenariat, là, quelque chose se passe. En t'écoutant, j'ai mon mari qui a couru vers la bibliothèque. Donc voilà, visiblement, tu faisais référence à ce texte, effectivement, de Rumi. C'est intéressant, ça. Maya faisait remarquer, on va y revenir sur cette question de l'écoféminisme et de dire pourquoi finalement les femmes aussi peuvent être au point de départ des révolutions. Elle dit sans doute parce que ce sont les femmes qui sont les plus opprimées à travers le monde. On va y revenir. Juste avant, pour clôturer sur cette question des salopards, c'est intéressant parce que pour Hannah Arendt, il y avait eu vraiment ce moment de bascule au moment de la Seconde Guerre mondiale et puis particulièrement de Nuremberg, de ce procès où finalement, elle disait pendant des siècles, les hommes ont été punis pour avoir désobéi et à Nuremberg, pour la première fois, des hommes ont été punis justement pour avoir obéi. Autre citation de Primo Levi que j'affectionne particulièrement, les monstres existent, mais ils sont trop peu nombreux pour être vraiment dangereux. Ceux qui sont plus dangereux, ce sont les hommes ordinaires, les fonctionnaires prêts à croire et à obéir sans discuter. Donc on a compris que il fallait malgré tout faire avec les salopards qui obéissent sans discuter. Mais alors j'avais une question aussi peut-être un peu plus culturelle, un petit peu plus terre à terre, parce que justement du fait que toi tu sois en Suisse et puis que tu aies évolué dans différentes cultures, est-ce que pour toi la France, est-ce que c'est un lieu qui est en résonance particulière par rapport à cette question
de l'obéissance ou de la Révolution. Enfin, on parle toujours de 1789, c'est quelque chose qui nourrit notre imaginaire et on a l'impression que tous les jours, on est dans ce fantasme-là. En même temps, voilà, il y a eu des périodes de l'histoire qui nous rappellent que ça a été un petit peu plus compliqué. Quel est le rapport que tu vois dans cette dimension culturelle liée à la France? Quel est le rapport à la norme, à la collaboration? Est-ce que c'est plus difficile, selon toi, de faire la révolution en France ou est-ce que voilà, c'est difficile dans chaque pays? Quel est ton rapport, toi, par rapport à la France et cette question de la révolution et de la désobéissance, qu'elle soit personnelle ou bien la désobéissance civile? Alors, on croit toujours que l'herbe est plus verte ailleurs. Ça, c'est très humain. Je pense que dans chaque pays, il y a une propre histoire par rapport à la désobéissance, une propre histoire par rapport à l'obéissance. Tout pays a connu la guerre. Alors, bien sûr, on va dire, oui, mais la Suisse, c'est neutre, il n'y a jamais eu de guerre. C'est faux. Dans l'histoire de la Suisse, il y a eu des guerres, bien évidemment. La Suisse s'est construite justement sur des guerres. Donc, voilà, tout pays a son propre rapport. Et quand on vit dans son pays, je vais dire, le pays où l'on est né, eh ben, voilà, on peut voir, on ne voit que le spectre de ah, mais c'est mieux ailleurs, c'est plus facile, ils n'ont pas vécu ça, nous on a vécu ça, etc. Non, pour chaque pays, dans chaque pays, c'est compliqué, ou c'est au contraire très facile. Peu importe, tout dépend comment on oriente le regard. Mais je voulais rebondir parce que je trouve ça très, très intéressant sur Nuremberg et sur obéir. En fait, ce qui fait que c'est difficile de désobéir, donc de sortir des codes, c'est parce qu'on veut tous être une bonne personne. On veut tous être une ou un bon citoyen, bien faire les choses, être aimé, respecté. Et du coup, ben, on obéit nécessairement à ce que l'on croit être la représentation de qu'est-ce que c'est être une bonne personne. Donc, je vais prendre un exemple très récent. Par exemple, en ce moment, être une bonne personne, c'est vraisemblablement avoir une conscience écologique. Donc, on va trier nos déchets, on va faire attention à notre consommation d'eau, notre consommation de chauffage, etc., etc. Une bonne personne. On va même, et c'est là où la frontière est intéressante, c'est, ah oui, on pourrait même valoriser les bonnes personnes. On pourrait même leur donner, pourquoi pas des points, parce qu'elles sont des bonnes personnes, elles pourraient avoir accès à des choses où les personnes qui ne font pas ce que c'est que d'être une bonne personne n'y auraient pas accès. Peut-être ça vous rappelle quelque chose. En tout cas, c'est par exemple un des projets, exactement, je vois Najib qui écrit comme en Chine, exactement, le passeport citoyen. Ah, nous vous disons qu'est-ce que c'est être une bonne personne. Si vous êtes une bonne personne, vous allez recevoir des points et vous allez avoir le droit de faire ci, ça et ça. Parce qu'en chacun de nous, qui que nous soyons, nous avons ce désir profond d'être une bonne personne, d'être quelqu'un de bien. Et c'est là où c'est un piège. Les personnes qui ont obéi à des ordres absurdes, elles voulaient être des bonnes personnes. Il y a même, et Anna Arendt l'a signalé après le procès de Nuremberg, elle a découvert avec stupéfaction que certaines personnes de la communauté juive avaient aussi collaboré, avaient aussi donné des listes des personnes juives, notamment en Allemagne, parce qu'elles croyaient bien faire. Et c'est ça la notion de désobéissance et de transgression, d'abord intérieure, mais c'est qu'est-ce qui est juste pour moi? Qu'est-ce qui est juste pour moi, vraiment? Est-ce que je dois toujours être bien polie, bien élevée? Les femmes, on a été beaucoup conditionnées à ça, hein. Il y a un très beau texte de Virginia Woolf qui dit, c'est quoi une femme? C'est quelqu'un qui reçoit les invités toujours avec le sourire, même quand elle est fatiguée. C'est quelqu'un qui, lorsqu'elle va partager la nourriture avec ses invités, va leur donner les meilleurs morceaux. Et elle prendra le plus petit. C'est quelqu'un qui va s'asseoir sur la chaise la moins confortable. Il y a un moment où ça suffit.
il y a un moment où on doit désobéir à ça, se réapproprier notre espace intérieur et cesser de vouloir être une bonne personne, faire le bien, mais aussi voir les aspects plus sombres de nous-mêmes pour sortir de cette dualité aussi, comprendre qu'on peut aussi être un tyran. Donc c'est un piège, le mythe de la bonne personne. La religion, les religions ont beaucoup joué avec ça. La religion catholique, si tu es une bonne personne, tu vas aller au paradis. Si tu n'es pas une bonne personne, donc si tu désobéis, tu ne vas pas y aller. Alors qu'à la base, la religion catholique n'est pas du tout basée là-dessus. C'est une religion d'amour. Et c'est là où la spiritualité est désobéissante, c'est parce que un travail spirituel nous amène à nous enlever ces carcans de je veux être une bonne personne, bien faire, etc. et rentrer dans les cases. C'est qui je suis moi. Et ça, la bonne personne, c'est un piège, un grand piège. C'est une obéissance, c'est l'obéissance absolue qui va même nous amener à la surobéissance. On va faire plus que ce que l'on attend de nous. La femme qui donne la meilleure part de tarte, les meilleures parts de tarte aux invités, puis qui se garde la plus petite part, etc. Non. Retrouver l'essence, nos énergies masculines et féminines de qui nous sommes, sortir de ces carcans et retrouver notre espace. Voilà, ça je pense que c'est essentiel pour bien aussi faire preuve de discernement dans tout ce qui nous arrive maintenant et tout ce qui va nous arriver. Ne cherchons pas à être plus spirituels que le Bouddha ou plus écologistes que la planète Terre. Soyons-nous avec nos forces, nos faiblesses, nos difficultés, nos impostures, nos petits arrangements avec nous-mêmes. Voyons la globalité de nous, comme ça on verra la globalité du monde. Et on pourra se positionner avec plus de discernement sur ce qui se passe et donc entamer ce processus de désobéissance et de révolution. Parce que les révolutionnaires, on n'est pas des bonnes personnes, dans le sens classique. On est je crois que tu avais posté ça sur LinkedIn, des vilaines filles qui on ne fait pas ce qu'on attend de nous, on fait ce que nous ressentons qui est juste pour nous. Dans une idée de globalité, c'est là où la spiritualité vient jouer un rôle important par rapport à l'individualisme. Justement, pour continuer un petit peu sur cette question du collectif et de l'individu au service d'un tout finalement qui le dépasse, cette figure de Vandana Shiva, donc elle est indienne et c'est intéressant parce que finalement, elle s'est beaucoup battue contre Monsanto, hein, qui est le géant là-bas et qui notamment a mis en place des bibliothèque de semences exprès pour obliger les gens à payer les graines qui en fait sont des graines nourricières, c'est-à-dire des graines que l'on plante et qui nourrissent les populations en local, mais aussi d'ailleurs même à l'échelle du pays. Et en fait, elle s'est rendue compte que finalement les terres indiennes étaient bradées, soldées à des puissances étrangères, hein, le gros mastodonte, effectivement Monsanto. Alors on se dit, mais c'est incroyable parce que comment une femme toute seule, une indienne, arrive finalement à déjouer ce scénario qui est quand même bien ficelé et qui paraît difficile, hein. C'est vraiment David contre Goliath. Et donc, voilà, comment se passer finalement de ces bibliothèques de semences imposées. C'est une sorte de privatisation, hein, en fait. Mais c'est quelque chose qui, là, on en parle, ça paraît lointain, c'est l'Inde, etc. Mais la privatisation de l'eau, j'ai encore vu qu'il y avait eu des histoires parce qu'il y a certaines sources en France, hein, même où cette question de la privatisation se pose, c'est-à-dire qu'on ne peut plus aller à la source et les personnes qui habitent à côté, ça commence à devenir compliqué. Donc, la question de la privatisation du bien commun, c'est quelque chose qui n'est pas du tout résolu à l'heure actuelle. Alors, quand je dis que donc ça empêche les gens, les populations locales de se nourrir, et puis ça empêche les paysans. Monsanto empêche les paysans d'acheter les graines. Alors, j'utilise le terme au masculin, paysan, mais en réalité, pourquoi est-ce qu'on parle d'écoféminisme? Parce que Vandana Shiva s'est rendu compte que, à l'échelle du globe, la plupart des personnes qui cultivaient la terre, qui étaient
en lien avec la Terre, bah, c'était plutôt les femmes dans les populations qu'elle a étudiées. Donc, c'est vrai que vraisemblablement, dans les pays exploités pour leurs ressources premières, eh bien, ce sont souvent les femmes qui sont davantage avec la Terre. Alors, on pourrait aussi creuser cet imaginaire de la Terre-mère. Bon, il y aurait aussi des choses à dire, mais en tous les cas, c'est intéressant de voir que cette notion d'écoféminisme, finalement, est quand même liée effectivement à la fois à une exploitation de certaines populations pour d'autres, et puis souvent, comme le disait Maya, ben, souvent un genre, un sexe plus que l'autre. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que finalement, elle parle bien de désobéissance créatrice, hein, elle ne s'arrête pas au simple mécontentement. Effectivement, elle ne s'arrête pas au constat des salopards. Elle dit, mais comment est-ce qu'on va aller, on va pouvoir effectivement aller dans une valse avec eux, et puis qu'est-ce qu'elle met en place, qu'est-ce qu'elle peut développer. Et donc, elle a mis en place des réseaux d'information pour déjà sortir les populations de la fausse alternative dans lesquelles elles sont enfermées, c'est-à-dire soit manger les graines proposées par Monsanto, soit mourir. Donc, il n'y a pas d'autre alternative puisque c'est Monsanto qui a toutes les graines. Donc, déjà, sensibiliser les personnes, à ouvrir les esprits et dire non, il faut sortir de cette fausse alternative. Elle n'est pas vraie. Et d'ailleurs, en fait, elle a une partie des graines qu'elle va semer elle-même et avec ses équipes et avec toutes ces populations locales. Donc, ça passe par... alors, c'est quand même de l'activisme, hein, effectivement, hein, une certaine forme de militantisme. Ça passe par des réunions d'information, le fait d'haranguer les foules sur la véritable activité de Monsanto qui tue les sols, donc les véritables conséquences de... donc, quand ils disent, en fait, vous allez manger grâce à nous, bah, elle dit non, en fait, ils tuent les sols. Donc, au bout d'un moment, de toute façon, c'est sûr qu'on ne pourra plus manger. Et puis, encore une fois, comme je le disais, mettre ces graines accessibles, récoltées par les hommes et les femmes, proposer des lieux aussi où ces lieux où les graines sont plantées, bah, que ce soit des lieux de chant, des lieux de yoga. Et ce que je trouvais très intéressant par rapport à ta pratique, c'est que c'est une vision aussi, tu disais, il y a une vision optimiste, il y a quelque chose de gai, il y a de la joie dans la révolution. Et elle, la manière dont elle en parle et la manière dont elle propose et elle met en place ces lieux-là, eh bien voilà, ça passe par de la danse, ça passe par du chant. J'ai l'impression qu'effectivement, c'est une vision très optimiste. Alors moi, parfois, quand je me lève de mauvais pied, je me dis non, mais demain, on va être dans un monde à la Total Recall et ça sera fini et on va plus s'en sortir. Mais du coup, c'est toujours très important et très nourrissant à titre littéral, mais aussi symbolique, d'entendre cette parole que tu portes, de dire non, mais justement, sortir de la fausse alternative, c'est aussi sortir du pessimisme et c'est porter quelque part cette parole de joie malgré tout. Il y a une des questions que j'ai envie de te poser, Christelle, en particulier, c'est toi qui es en lien aussi beaucoup avec ce monde des entreprises, avec lequel je travaille aussi, qui est un monde qui est quand même assez, qui est un lieu décisionnaire, qui est un monde assez à la fois clos, mais aussi très structuré, très organisé, très procédural, où justement la procédure a aussi pris le pas. Il y a beaucoup de livres de management qui en parlent maintenant, mais aussi pris le pas sur la dynamique relationnelle. Comment est-ce qu'on peut instaurer justement une révolution dans ces lieux-là? Le faut-il? Est-ce que toi, c'est quelque chose qui te semble possible? Est-ce que c'est ce vers quoi tu vas, de proposer ces trans et ces révolutions dans ces milieux-là qui paraissent plutôt antinomiques par rapport à ça? C'est vrai que parfois, aujourd'hui encore, tu dis l'entreprise, quand tu parles de chant, de yoga ou de chamanisme, on te regarde encore avec des yeux comme ça, mais il y a des lueurs d'espoir. Et d'ailleurs, Najib organise régulièrement des événements et avait projeté un film où on voit bien que les choses sont en train de bouger. Quel est ton regard là-dessus? Quel est ton vécu? Il y a beaucoup de questions dans ma Il y a question. beaucoup de questions. En fait, si on considère que l'on doit changer le monde, difficile là. Parce que changer le monde, waouh, c'est une grosse tâche. Et puis, on n'a pas forcément toutes et tous la même vision de qu'est-ce que c'est changer le monde. Par contre, si on considère que c'est le monde qui change et que nous, on est simplement là pour accompagner ce changement,
Alors là, c'est différent. Qu'est-ce qui se passe? La planète Terre fait sa révolution. Tous les 2000 ans, la planète Terre fait sa révolution. Depuis que la Terre est Terre, chaque 2000 ans, elle fait sa révolution. 2000 ans correspond en fait à une ère énergétique, à une ère zodiacale. Et elle change, elle fait sa révolution. La révolution précédente était avec la naissance du Christ, donc il y a grosso modo 2000 ans, c'était l'ère du poisson, à savoir l'ère de l'individualisme. Et le propre d'une ère, c'est qu'on pousse jusqu'au bout la logique. Donc on pousse jusqu'au bout la logique de l'individualisme. Et maintenant, depuis en fait cette transition, ce changement d'air a commencé dans le début des années 60, puis s'est accéléré à partir de 2012, on passe à l'ère du collectif et à l'ère du spirituel, à l'équilibre en fait entre individualisme et collectif. Et donc, qu'est-ce qu'on fait nous? Ben, on ne change pas le monde, c'est le monde qui nous change. Donc, soyons à l'écoute du monde. Arrêtons de croire que nous sommes au centre de tout, que nous sommes au centre du cercle. Nous faisons simplement partie de ce cercle, au même titre qu'un arbre, qu'une plante, qu'une pensée, qu'une entreprise. C'est ça, la véritable révolution. Donc, ce que fait cette femme en Inde est remarquable parce qu'il y a une vision de cette planète Terre qui change, le retour à une relation véritable avec la nature. Là, nous ne sommes plus à décider pour la nature, nous décidons en collaboration avec elle. Et oui, bien sûr, c'est possible de renverser l'ordre établi. Elle l'a déjà fait. Hein. En 2004, elle a réussi à interdire la construction d'une usine Coca-Cola au Kerala. Il faut déjà, voilà. Les personnes qui sont autour d'elle ne sont pas majoritaires, ce n'est pas la majorité de la population en Inde, mais ça suffit. Elle crée des collectifs joyeux qui partagent une vision commune de ce qu'est le futur, vision commune ressentie. Et c'est ça une révolution. C'est qu'à un moment donné, il y a une vision qui nous dépasse. Ce n'est pas une vision qu'on a forcément choisie, c'est une vision qu'on reçoit de qu'est-ce que va être le monde. Ce n'est pas une question d'être optimiste, c'est une question que c'est d'être réaliste. Oui, tout va bien se passer, le monde va changer, le monde vers lequel on va être un monde de justice, de paix, de vérité, de spiritualité, d'amour, d'abondance, de bonheur. On est simplement dans la phase de transition. Comme toute phase de transition, c'est pas facile. Parce que c'est comme la tectonique des plaques qui s'entrechoquent. Mais c'est possible. Donc, ce travail, c'est simplement déjà réapproprions-nous nos imaginaires, désclérosons-les. Donc, pour cela, allons, grâce à la spiritualité, dans des états de conscience élargis. Dans toutes les spiritualités, dans toutes les traditions spirituelles, il y a toujours ça qui est présent. Quelle que soit la manière dont on y accède, par la méditation, par le yoga, par le chant, par la danse, par les prières, par les voyages chamaniques, peu importe, ça fait partie de nous et c'est là où on peut rencontrer la mémoire du monde. C'est là où on peut avoir accès à ce futur. C'est là où on peut discuter directement avec la planète Terre, voir ce qu'elle porte en elle. Et une fois que tu as vu ça, ça te transforme. Et tu accompagnes ce changement. Tu cesses de croire que tu es là pour changer le monde, tu accompagnes le monde qui change. Comme disait Gandhi, soyez le changement que vous voulez être dans le monde, eh bien tu deviens le changement que la Terre nous propose. Voilà, j'ai oublié la deuxième partie de ta question. Je suis restée sur l'Inde. C'est très intéressant, Christelle, parce que pour être tout à fait concrète par rapport à ce que tu as vécu et expérimenté, tu avais raconté que un jour, justement, pour faire prendre conscience que les femmes sont toujours invisibilisées, eh bien, vous vous êtes mis en cercle et puis vous êtes parti en transe et justement, vous avez connecté ce monde futur. En tout cas, vous avez réussi à récolter de l'information qui vous a guidé, qui vous a montré la voie. Vous vous êtes vu coller des affiches, rebaptiser les noms de rues. Et en fait, ce que je trouve extraordinaire, c'est tu l'as dit à un moment donné toi-même, tu dis, mais jamais nous, si on était resté dans une logique
Et parce que on veut être des bonnes personnes et parce que on a une certaine idée justement de la société, du collectif et qu'on veut pas forcément aller contre ça. Tu disais jamais on n'aurait eu cette idée-là qui est même contre la loi. Et ben pourtant vous l'avez fait parce que vous avez collecté cette information du futur. Vous vous êtes levé un matin et vous avez rebaptisé tous les noms de la ville avec des noms de femmes qui jusqu'ici étaient inconnus. Et c'est ça, c'est là où pour moi dans ce protocole-là il y a une certaine puissance et je trouve ça très intéressant quand tu dis, mais finalement, on n'est plus trop dans des questions tellement de morale. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est optimiste? Est-ce que c'est pessimiste? Est-ce que c'est moi ou... Non, là, c'est carrément, de toute façon, se connecter à une mémoire du futur. Après que l'on accepte ou non, mais en tous les cas, d'être dans une réception assez ouverte, créative de ce qu'on peut faire. Exactement. C'est poser des actes disruptifs. Et je viens de faire la connexion avec la deuxième partie de ta question qui parlait de l'entreprise. Bien sûr que l'entreprise, elle va changer. Elle n'a pas le choix. Sinon, elle meurt. Bien sûr qu'elle change déjà. Je lisais il y a 2 jours un article sur une entreprise de métallurgie. Alors, la métallurgie, ce n'est pas forcément une start-up où on est forcément à la pointe de tout ce qui se fait de nouveau. C'est voilà, les industries lourdes, traditionnelles. Au Venezuela, l'entreprise était en faillite. Le patron voulait vendre, patron et propriétaire voulaient vendre l'entreprise. Les salariés se sont mobilisés et ont dit non, nous, on va racheter l'entreprise. Elle ne vaut rien, ça ne va pas nous coûter cher, ça tombe bien, on n'a pas l'argent. Mais par contre, on va la gérer, l'entreprise. Ça n'a pas été accepté tout de suite. Ils ont donc posé eux aussi des actes disruptifs pour créer un basculement de conscience. C'est ça les actes disruptifs. Tu poses un basculement de conscience de manière oh, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, depuis 2 ans, l'entreprise appartient aux salariés et elle est à nouveau sortie du rouge. Ils travaillent ensemble, ils collaborent ensemble. Ils disent, ah oui, ils ont désobéi aussi, en disant, oui, mais quand tu es ouvrier métallurgiste, tu n'es pas intelligent. Tu ne vas pas t'occuper du marketing, tu n'as pas les compétences, tu n'as pas les études, des partenariats financiers et de qu'est-ce que je sais. Mais bien sûr que si. Et ça marche parce qu'ils le font ensemble. Comment ils prennent les décisions? Ils se réunissent en cercle, ils respirent, font de la méditation pour avoir des idées. Attendez, si ça se passe au Venezuela, dans une entreprise de métallurgie, bien évidemment que ça va se passer aussi chez nous. Ce qui se passe dans les entreprises, c'est ça, un chaudron. C'est plein de systèmes qui se croisent entre eux. Des systèmes financiers, de pouvoir, etc., etc. Mais ça change, bien évidemment que ça change. Pourquoi? Enquête récente faite en France, combien de salariés se sentent bien dans leur travail? Je crois que c'était 30%, 70% se sentent mal. Ça ne peut que changer. Ça ne peut que changer. Comment on travaille autrement? Comment on sort de la productivité? Comment on sort d'une conception pyramidale? Comment on trouve d'autres manières de collaborer ensemble? Et de plus en plus d'entreprises cherchent des solutions, vont là. Alors, et de plus en plus d'entrepreneurs viennent et me disent à moi, Christelle, ça nous parle ce que tu nous dis, qu'une entreprise a une âme qui lui est propre, qu'on peut aussi, non pas diriger l'entreprise, mais co-créer avec elle, collaborer avec elle en se reliant à la dimension subtile de l'entreprise. On veut changer, mais on ne sait pas comment faire. On aimerait aller dans ces espaces de conscience où là, on va avoir la créativité. Je connais par exemple quelqu'un qui est guide de haute montagne, phénoménal, guide de haute montagne. Il travaille pour les CODIR et COMEX, qui sont les comités, on va dire, exécutifs et décisionnels de grosses entreprises. Il les emmène en montagne. C'est déjà énorme. Et maintenant, il dit, Christelle, ils veulent aller ailleurs que la montagne, un peu dans d'autres espaces. Apprends-moi à faire ça. C'est extraordinaire. Ça change, ça bouge. Ayons confiance en cela. Évidemment, il ne suffit pas de s'asseoir sur un coussin puis de méditer puis dire ah, je veux que ça change. Il faut aussi poser des actes, avoir l'audace, la désobéissance, le courage, la disruption d'afficher cela, de dire ben voilà, moi ce que je propose qu'on se relie à l'invisible d'une entreprise. Voilà
qu'est-ce que j'ai expérimenté? Effectivement, quand j'étais dans les mouvements LGBT, il fallait qu'on sensibilise. Comment on pouvait sensibiliser? Si tu restes sur quelque chose de logique, c'est banal. Ça passe dans le flot des sensibilisations. On écrit des articles, on essaye de faire des présentations, on tient des stands sur les marchés. Je ne dis pas que c'est mal de le faire, hein. Je dis pas que c'est mal. Mais il y a un moment donné, il doit y avoir un truc qui déstabilise, qui, qui est autre. Donc oui, donc je ne me rappelle plus quand c'était, dans les années 90 qu'on avait fait ça, on s'était dit, bon, les femmes, tu vois, si on regarde les noms de rue, il n'y a que des noms de mecs. Génial, à part Marie Curie, et encore c'était Pierre et Marie Curie, donc il ne fallait pas qu'elle ait une rue à elle toute seule quand même. Ça, il n'y a rien d'autre, quoi. On s'est dit, il y a quand même tellement de femmes, mais comment on va faire? Et oui, effectivement, on avait remarqué qu'on était beaucoup plus créative si on ne réfléchissait pas, mais si on partait dans des espèces de délire. Alors, c'est simplement rire ensemble, ou parfois c'était respirer, se relâcher, etc. Et là, on a eu l'idée complètement folle. C'est interdit par la loi, je pense que ça l'est toujours. On va aller rebaptiser les noms de rue le soir du 8 mars, donc du 7 mars au soir, journée internationale des droits de la femme. Allons-y, fabriquons de la colle nous-mêmes, imprimons des affiches, trouvons justement ces noms de femmes et embarqués avec nos bonnets, nos seaux de colle, collons sur les noms d'hommes des noms de femmes. Extraordinaire! Ça nous a valu un article dans le journal. Si on n'aurait jamais eu d'article dans le journal. Mais c'est fait avec joie, avec disruption, mais aussi avec engagement. On ne fait pas ça juste pour s'amuser. On fait ça parce que ça doit apporter quelque chose. Donc, tout change. Et l'entreprise aussi. L'entreprise aussi change, bien évidemment, à sa vitesse, à son rythme, mais oui, elle change. Parce que tout le monde étouffe. Tout le monde étouffe. Et tout le monde est dans progressivement, chacun à son rythme, quand le moment sera venu pour chacun, quelque chose se passe et dit non, ça ne va pas. Ça ne peut pas être ça la vie. Moi, j'ai envie d'autre chose. Et comment je peux aller vers cette autre chose? Je ne sais pas. Alors, oui, c'est ça. Je vois j'en profite pour rebondir parce que je vois la remarque de Sylvie. Alors, j'avais peut-être quelque chose à lui proposer parce que Sylvie nous dit, mais ma méditation ne changera pas la façon de voir du management de l'entreprise pour laquelle je travaille. C'est intéressant parce que on va pouvoir regarder un petit peu les conditions de la désobéissance collective civile. Mais je vous avais dit qu'on parlerait de la Boétie et c'est intéressant parce qu'il disait que finalement, on supporte d'être tyrannisé, surtout parce qu'on se voit offrir le plaisir de se faire tyran d'un autre. Et finalement, lui, il avait une recommandation, enfin, il en avait plusieurs, et l'une d'entre elles était je vous demande même pas d'obéir, mais si vous pouviez seulement commencer par arrêter d'obéir, ou plutôt même de surobéir, parce que ça, c'était le concept qu'il a développé, une sorte de concept augmenté, c'est-à-dire que finalement, on fait toujours plus que ce qui est demandé. C'est exactement ce que tu dis, on va être des bonnes personnes, on a le syndrome du bon élève, et c'est justement cet excès, quelque part, qui fait tenir tout le pouvoir, que ce soit un pouvoir politique ou autre. Et donc, c'est intéressant parce qu'il disait, mais finalement, c'est pas de complètement aussi désobéir, juste une première pierre, parce que effectivement, tu as tout à fait raison, il y a tous ces actes disruptifs. Mais je me dis, une première étape, si ça fait un peu peur d'aller tout de suite dans l'acte disruptif, bah, de repenser à ce que la Boétie nous disait, arrêter juste d'obéir, et qui me rappelle cette fameuse citation de Bartleby que vous connaissez sans doute, cet ouvrage de Melville, qui décrit un salarié qui, effectivement, à chaque fois que son patron lui propose de faire quelque chose, il nous dit « I would prefer not to », c'est-à-dire qu'on a… Alors, ça a posé des grandes questions, notamment à Deleuze, de savoir comment est-ce qu'on allait traduire ça, mais finalement, on a gardé la traduction de « je préférerais ne pas ». Donc, c'était un peu surprenant et ça mettait toujours son patron mal à l'aise parce que ça commence par une note positive, « je préférerais »,
ne pas. Donc, effectivement, c'est ce que la Boétie appelait la soumission ascétique, le fait de ne serait-ce que de ne rien faire. Bon, bah, je vous cache pas que pour Bartleby ou Bartleby, ça dépend comment on le prononce, ça s'est pas très bien fini, puisqu'il a fini en prison. Mais en tous les cas, la Boétie mettait aussi une autre valeur en exergue. Il parlait de l'amitié. Il disait l'amitié, c'est une machine de guerre contre les communautés d'obéissance. Il parlait de communautés vivantes. Et je crois que dans ce que tu décris, dans à la fois cette émotion de joie qui habite chacun individuellement quand il fait sa révolution ou quand il est dans la désobéissance, il y a quand même aussi cette idée d'un collectif, d'une amitié qui nous relie, d'une vision commune. Ça fait partie aussi des caractéristiques de la désobéissance civile, c'est-à-dire que on fait toujours, enfin, c'est un qui fait un acte de départ, que ce soit Gandhi, la marche du sel, ou Rosa Parks, qui à un moment donné n'a refusé de se lever alors que voilà, c'était des places réservées pour les blancs. Ça part toujours d'un, mais finalement qui est porté par un collectif. On est dans des logiques, et c'est très bien de le rappeler, parce que c'est vrai que, bon, je parlais de salopard, mais dans la désobéissance civile, on est toujours dans de la non-violence, et c'est cette non-violence-là aussi qui est revendiquée. Vandana Shiva aussi, et bien sûr, dans cette culture-là, cette filiation à Gandhi, d'être dans une revendication qui va se faire dans une visibilité maximale, c'est-à-dire il faut que l'événement soit quand même vu, su, que ce soit public, qu'il y ait même de la publicité, mais en tous les cas, il y a toujours ce refus de la violence. Je suis désolée, il y a mon chat Marcel qui visiblement est d'accord avec ce que je dis, et donc il y a toujours voilà, un objectif politique précis, mais qui vient nourrir un collectif, et c'est pour ça que je trouvais que cette notion d'amitié proposée par la Boétie est intéressante. Alors peut-être pour Sylvie, voilà, bah, commencer par ne pas, voilà, donc, et puis voir si y a une amitié, une collectivité qui se tisse autour d'elle. Alors c'est sûr qu'on ne fait pas une révolution tout seul, dans son salon ou même dans la rue, quoique. Souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps que ça, une jeune fille en Suède a décidé que le vendredi, elle n'irait pas à l'école, mais qu'elle irait dans la rue, qu'elle s'asserrait et qu'elle prendrait une pancarte en disant « Hey, je fais la grève de l'école tous les vendredis parce que je pense au climat. » Mais qui eût cru que cette jeune fille aurait pu, en moins d'un an, réunir des millions de personnes? Je pense que vous voyez de qui je parle. Elle a commencé, elle était seule. Je donne un autre exemple. En Pologne, à l'époque de l'URSS, donc dictature de l'URSS, exactement, Greta, dictature de l'URSS, qu'ont-ils fait pour manifester et pour commencer leur révolution, bien avant les manifestations de Solidarność? Heure de journal télévisé. Je ne sais plus à quelle heure était le journal télévisé en Pologne, je l'ai lu mais je l'ai oublié, disons qu'il est à 20 heures pour prendre une référence commune. Une première personne a pris sa télévision, l'a descendue dans la rue, l'a mis dans une brouette et s'est assis. Puis, quand le journal de 20 heures s'est terminé, il a repris sa télévision, il est remonté chez lui. Étrange. Deuxième soir, son voisin fait pareil. Il prend sa télévision, la met dans une brouette. Oh, ils se disent, mais baladons-nous dans la rue avec nos brouettes pendant le journal télévisé. Ça montre que je boycotte. Puis c'est 3 personnes, puis c'est 4 personnes, puis c'est 5 personnes, puis c'est 6 personnes qui tous les soirs, puis un quartier entier, puis plusieurs quartiers qui se promenaient avec leurs brouettes et leur télévision dans leur brouette pendant le journal de télévisé, puis ils remontaient chez eux, etc. Ça a donné Solidarność, ça a donné la révolution en Pologne et le changement de régime. Donc, il ne faut jamais sous-estimer la puissance au début d'un seul individu. Pourquoi? Parce que nous sommes tous reliés ensemble. Donc, je ne sais plus qui disait, oui, bah, ce n'est pas ma méditation que moi je fais tous les jours qui va changer l'état d'esprit de mon patron. Et je réponds, tu n'en sais rien.
Tu n'en sais absolument rien. Parce qu'effectivement, si peut-être à un moment donné, cette méditation que tu fais seule chez toi, tu l'as fait avec d'autres. Ah, déjà, ça peut changer. Et si vous parlez de quelque chose, et si vous créez quelque chose ensemble, peut-être ça ne va pas changer dans ton entreprise, mais peut-être ça va changer ailleurs. Nous ne sommes pas séparés. Hein. Ça, c'est aussi là où la spiritualité nous montre cela, les traditions spirituelles. On n'est pas séparés les uns des autres. Donc, ça veut dire, si moi, à un moment donné, c'est ça le principe des méditations pour la paix, par exemple. Si moi, à un moment donné, je suis dans une certaine énergie, cette énergie, elle se répartit dans le monde, elle va toucher d'autres personnes, sans forcément que je le sache. C'est l'effet papillon aussi. Nous sommes tous intriqués. Faisons tous partie du cercle. C'est ça, la puissance. Quelqu'un a écrit, Guylaine, la puissance du geste juste. C'est à un moment donné, ce que je vibre se répercute. Après, si je le fais avec d'autres, ça a encore plus de puissance. Mais souvenez-vous toujours de Greta. Elle a commencé seule. Et ça, on l'a oublié. Elle a fait la grève, acte disruptif. Une élève, bonne élève qui plus est, une élève qui fait la grève tous les vendredis. Elle a réuni des milliers de personnes. La crise du coronavirus a interrompu cela, ce mouvement. Maintenant, il reprend, elle revient. Mais elle a commencé, elle était seule dans la rue. Et quand elle parle d'à quel point c'était difficile d'être assise dans la rue, les gens passent et personne ne la voit. Il y a toujours à l'origine une personne qui fait quelque chose. Une personne. Le mouvement écoféministe a commencé dans les années 60 aux États-Unis. Rachel Carlson, une biologiste, a écrit un livre, a commencé, pardon, elle n'a pas écrit le livre tout de suite, elle a commencé par dire, hey, mais si on avait un autre rapport à la nature, si on commençait peut-être à demander aux arbres ce dont ils ont envie, oh, qu'est-ce qu'elle n'avait pas dit là? Ouh là là, elle est folle, c'est une sorcière, c'est de l'ésotérisme. Elle s'est battue pour que un pesticide aux États-Unis soit interdit. Une femme seule, elle a réussi dans les années 70. Souvenez-vous des femmes de la place de Mai en Argentine. Ces femmes qui, analphabètes, elles ne savaient pas écrire, elles ne savaient pas lire. Pour la majorité, leurs maris, leurs enfants, c'est les mères de la place de Mai, leurs enfants ont été assassinés par la dictature. Elles ne savent pas où ils sont. Elles vont voir un ministère, le ministère leur refuse l'entrée. Qu'est-ce qu'elles font? Elles se sont mises à tourner sur la place devant le ministère. Combien elles étaient au début? Pas beaucoup. Mais après, d'autres sont revenus, d'autres sont venus. Elles ont défilé en 1977. C'était le seul mouvement d'opposition à la dictature en Argentine. La dictature a basculé 6 ans plus tard. Elles n'ont fait que défiler. Les leaders du mouvement, les 3 premières femmes, ont été assassinées très vite. Les autres sont restées analphabètes. Elles ne savaient pas écrire. Elles ne savaient pas écrire une pancarte. Elles ne savaient pas écrire. Elles ont défilé. Des foulards blancs, des photos de leur fils. Non-violence. La dictature a basculé. Donc, nous sous-estimons jamais la puissance que nous avons et le pouvoir que nous avons à partir du moment où nous sommes dans le cœur, dans l'amour, dans la révolution et non dans la rébellion. Nous sommes capables de soulever des montagnes. J'ai beaucoup cité des exemples de femmes, je ne l'ai pas fait exprès, je viens de le réaliser. Ben, justement, Christelle, parce que je vois aussi que le temps file, et je souhaitais terminer là-dessus par l'exemple de David Toro. Donc voilà, ça permet d'équilibrer et d'avoir un homme. C'est une figure très intéressante parce que, alors c'est un Américain, mais quand on parle de désobéissance civile, c'est souvent sa figure qui est citée en exemple. C'est la première référence quand on évoque cette thématique. Alors pour vous rappeler très rapidement le contexte, David Toro fait sa désobéissance dans son coin.
tout seul, en effet, il décide de ne plus payer d'impôts. Donc, il y a un moment donné où il va se retrouver emprisonné, mais en fait, ça va très vite se résoudre positivement puisque c'est sa tante, le lendemain, qui viendra payer à la prison les 6 ans d'arriérés d'impôts. Donc, vous voyez que finalement, c'est étonnant. On se dit, mais pourquoi cette histoire, qu'est-ce que ça vient inspirer chez les plus grands comme Martin Luther King qui l'ont lu, Gandhi et d'autres. Et en fait, il a vécu cet épisode-là, donc qui a été assez court, même si lui, pendant plusieurs années, il avait refusé par conviction, justement parce qu'il n'était pas d'accord avec certaines décisions que prenait le gouvernement américain. Lui, il avait décidé d'arrêter de payer son impôt. Et finalement, cet événement, il a écrit dessus, mais il faudra attendre plusieurs mois après. Donc, il sera sorti de prison sans encombre, mais ça l'aura marqué et il aura écrit dessus. Et ça aura influencé les plus grands. Et ce qui est passionnant dans ce qu'il écrit, il pose cette question, et là, ça fait vraiment du lien à la fois avec la remarque de Sylvie et puis ce que tu évoquais, Christelle. Il dit, mais si je ne suis pas moi, qui le sera à ma place? Et donc, il souligne vraiment là-dessus le caractère indélégable de la révolution personnelle, de la désobéissance, cette fois collective et civile, qui dépasse de loin l'unicité et le cadre de l'individu, parce que l'action est toujours menée de sa place et de son endroit. Alors, c'est très intéressant parce que Frédéric Gros, lui, il le dit d'une autre manière. Il dit, mais finalement, la désobéissance nous invite à être soi, mais pour les autres. Et c'est Hillel Hazanken qui complète en disant « Si je ne suis pas moi, qui le sera? Si je ne suis que pour moi, que suis-je? Et si pas maintenant, quand ?» Alors, je crois que c'est vraiment des questions assez fondamentales qui peuvent nous animer dans notre quotidien, avec peut-être cette difficulté, et moi, ce sera sans doute la dernière question que je te poserai, Christelle, c'est que, alors on va pas forcément parler de ma vie personnelle en ce moment, mais chacun peut avoir des actes de disruption et de désobéissance qui lui sont propres. Moi, en ce moment, je suis plus dans un parcours peut-être militaire, mais c'est étonnant de se dire, tiens, la désobéissance pour moi est passée par ce cadre-là qui est très ordonné et formel. Et voilà, quand tu dis que chacun, finalement, on a une vision du monde et de ce que ça devrait être, etc., ça rend les choses un peu complexes parce qu'évidemment, on n'a pas tous la même vision du monde de qu'est-ce que c'est que la disruption, qu'est-ce que c'est que la désobéissance, à quoi faut-il désobéir. Alors voilà, comment est-ce qu'on arrive à mettre tout le monde d'accord? Le faut-il? C'est pas sûr non plus. En fait, ça n'a pas d'importance que nous n'ayons pas la même vision du monde. Ça n'a pas d'importance que nous ne soyons pas d'accord. Retrouvons le sens du collectif. Retrouvons le sens de la différence et le fait qu'ensemble, avec nos différences, nous cheminons vers quelque chose d'autre, que nous accompagnons cette transition qui de toute façon nous dépasse, elle ne nous appartient pas. Donc c'est pas grave, on pose pas les mêmes actes disruptifs, qu'on n'ait pas la même vision du monde, c'est pas grave qu'il y en ait qui soient plus pour le transhumanisme ou d'autres plus pour la spiritualité. C'est pas une histoire de être pour, être contre. C'est quelque chose qui nous dépasse. Donc, retrouvons le sens de ça. C'est aussi le danger de l'individualisme poussé à l'excès, c'est j'ai mes amis et puis les autres sont mes ennemis ou les autres ne m'intéressent pas. Non, bien au contraire. Comment dire, la démocratie, c'est pas on pense tous pareil et puis on se comporte tous pareil. C'est on est tous différents. On a tous un chemin différent. Là n'est pas la question. Là n'est pas la question. C'est vraiment, Gandhi le disait, hein, le terme résistance passive, qui fait donc partie des stratégies de désobéissance, il disait, mais savez-vous ce que ça veut dire dans ma langue, donc l'hindi? Ça veut dire la force de l'âme. Extraordinaire. Donc ça veut dire que toute désobéissance vient de l'âme. Donc j'ai envie de dire, la seule chose qu'on a à faire en commun, c'est de nous relier à ça, à ces dimensions subtiles de nous-mêmes, à ces autres espaces de conscience. Et après, chacun pose ce qu'il a à poser
non pas contre, et pour faire valoir son ego et son individualisme. Moi, je désobéis, je fais ça, je suis fort, etc. C'est pas ça la question. C'est à quoi on contribue individuellement et collectivement. C'est ça le passage qu'on est en train de faire aussi. On va jusqu'au bout, jusqu'à se prendre le mur de l'individualisme, sachant qu'il y a des choses très bien dans l'individualisme. Et la transition, on rééquilibre, on met l'individu dans le collectif, au service du collectif, mais pas en surobéissant et en s'effaçant, mais au contraire en s'exprimant pleinement. Donc, ça passe par des ajustements, des essais, etc. Mais ça n'a pas d'importance. Parce que si, ça n'a pas d'importance. Ça n'a aucune importance. C'est bien, il n'y a pas d'ennemis. Il n'y a pas de salauds, il n'y a pas de cons, il n'y a pas de salopards, il n'y a pas des gens qui ont tort, des gens qui ont raison. On est tous sur la même planète et chacun on chemine. Donc, pas de stress avec la différence. J'explique toujours, dans le mouvement LGBT, on n'a jamais été d'accord entre nous. Jamais, je n'ai pas souvenir d'une réunion où on était d'accord sur un truc. Et en plus, on n'avait pas toutes ces techniques de gouvernance partagée, gestion des conflits, machin, ça n'existait pas à l'époque. Et pourtant, ça a marché. Gandhi, tous les gens qui suivaient Gandhi, ils n'étaient pas tous d'accord entre eux, ils n'étaient même pas d'accord avec lui. Ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Au contraire, ça crée la richesse. Sachons retrouver la richesse de la différence et de la différence d'opinion. Et évidemment, sortons un tout petit peu de moi, mon ego, etc., mon mental, ma personnalité, etc., mes valeurs, mes missions, ou je ne sais pas trop quoi. Revenons à l'âme. Revenons à l'âme. Gandhi disait, je ne fais pas de grève de la faim. Je jeûne pour purifier mon âme. Ne croyez pas que je fasse de grève de la faim. Tout le monde a oublié ça. On dit, oh, il fait la grève de la faim. Pas du tout. Il y avait une vraie démarche spirituelle, de foi non religieuse et spirituelle. Parler avec des Iraniennes, il y a une foi dans un futur meilleur. Pourtant, on dit, mais comment elles vont renverser ce régime qui est en place depuis 40 ans et qui répand une terreur absolue. Pourtant, quand vous discutez avec des Iraniennes, qu'elles soient en Occident ou en Iran, elles ont la foi. Mais on va le renverser, ce régime. Elles ne sont pas toutes d'accord entre elles. Il y en a qui sont pour le port du voile, d'autres pas. On s'en fout. Ce n'est pas important. Il y a la foi en quelque chose de meilleur. Et c'est ça qui permet de renverser les montagnes. Et qui sommes-nous? Qui sommes-nous? On est des êtres profondément puissants. On peut révolutionner. On peut accompagner cette révolution. Désobéissons à tout ce qui pourrait nous faire croire le contraire. Désobéissons à cela. Oui, c'est possible. Alors, bien évidemment, dans toute révolution, il y a des étapes. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Je vois quelqu'un qui a parlé de l'Afghanistan, mais ayons foi en cela que c'est possible. Si l'Iran bascule, mais c'est tout le Moyen-Orient qui va basculer. Ayons foi en cela. Donc, et l'Afghanistan basculera aussi, bien évidemment. Bien évidemment. Cessons de toujours, lorsqu'on nous dit c'est possible, toujours vouloir citer des exemples où c'est pas possible. Comme si on voulait un peu s'auto-censurer et s'auto-dire oui, mais non, quand même, c'est pas possible, etc. Désobéissons à cela. C'est la première des désobéissances. C'est possible. Partout dans le monde, ça prendra le temps que ça prendra, mais c'est possible. Rappelez-vous de Greta, rappelez-vous de nous avec, en toute modestie, hein, de nous avec nos paillettes, nos plumes dans le derrière et nos grands cils. Mais on l'a fait. On l'a fait. Donc, si nous, on l'a fait, alors franchement, tout le monde peut le faire. Hein. Ouais, nous, on n'est pas des guerriers, hein. Ouais, pas du tout. Et pourtant, on l'a fait. Donc, c'est possible. Ayons la foi en cela. Si on a foi en cela, on aide aussi là où c'est plus difficile. On aide en Afghanistan, on aide en Afrique, etc. Regardons, Afrique du Sud, l'apartheid, ça a été renversé. Qui l'aurait cru? La guerre, regardons aussi que la paix est possible. Au Rwanda, entre les Tutsis et Hutus, massacre abominable. Ce pays vit en paix. Ils ont réussi à faire la paix. S'il n'y a pas de salauds, si on ne veut pas se réconcilier s'il y a des salauds. Je fais la paix avec mon voisin qui a décapité mon frère. C'est possible. Ça prend du temps, mais
comment dire, on se relie à qui nous sommes vraiment, une âme. C'est ça. La révolution, on sent quand une révolution, elle a une âme, et on dit, elle va marcher. Donc, voilà, moi je pense à la révolution iranienne parce qu'elle me touche de plus près, ça va marcher. Bien évidemment, ça va marcher. Bien évidemment, les entreprises vont se transformer. Bien évidemment, le monde va se transformer. Bien évidemment, l'écologie va se transformer. Évidemment, évidemment, évidemment. Continuons chaque jour à cultiver cela et avançons chacun à notre rythme. Voyons aussi l'ombre, ne disons, c'est pas dire oh tout est rose, etc. Non, l'ombre est là, bien sûr, elle est déjà en nous. Voyons-la déjà en nous, apprivoisons-la en nous pour après pouvoir l'apprivoiser à l'extérieur et collaborer avec elle pour qu'elle se transforme, pour que les petits diables deviennent des grandes fées. Et oui, les femmes, je suis désolée, les amis, mes amis hommes, mais c'est vrai qu'on a souvent été à l'origine des mouvements de transformation. Comme l'a dit quelqu'un au début, parce qu'on fait partie des plus opprimés. Et ce sont toujours les plus opprimés qui ont intérêt à ce que les choses changent. Mais c'est toujours minorités qui ont permis les changements. Les femmes, nous sommes à l'origine de ça. Oui, c'est vrai, ok, mais les hommes aussi. Soyons, ayons une vision plus large, mais oui, parce qu'on a cette audace-là de croire que c'est possible. Voilà, donc bien évidemment que c'est possible, évidemment que c'est possible.